Bien, bonsoir à tous. Nous inaugurons ce soir un rendez-vous métropolitain dans le cadre de la nouvelle plateforme de la création architecturale. Je dis on inaugure parce que c'est la première fois qu'on va avoir ce débat en ce lieu. Vous savez qu'ici, à la Cité de l'Architecture, on parle, j'allais dire, tous les jours de la ville et de la métropole. Mais ce soir, justement, on va parler de stratégie métropolitaine liée à la question de territoire. Donc c'est un cycle que nous avons organisé tout au long de l'année et nous ouvrons avec Strasbourg. Alors à ceux qui me demanderaient pourquoi Strasbourg, j'ai même entendu c'est louche qu'on commence avec Strasbourg, dit un de nos amis, strasbourgeois lui-même. Eh bien justement, on s'est dit il faut bien commencer avec une ville. On a pensé qu'une ville frontalière qui posait ces questions de territoire élargi, eh bien c'était une bonne façon de poser la question de la ville, de la métropole, et qu'est-ce qui fait ville pour faire société. Donc c'est exactement de ça dont nous allons parler ce soir. Et donc je vous présente nos invités, donc par ordre, Georges Heinz, qui est architecte, professeur à l'école de Strasbourg, et qui a mobilisé ses étudiants, je le dis au passage, sur un workshop avec Renzo Piano. Donc la ville de Strasbourg est impliquée encore dans cette question métropole sur les périphéries. Henri Bava, architecte paysagiste, qui travaille en Allemagne comme en France, à Karlsruhe et à Paris, et donc à Strasbourg en l'occurrence sur le projet dont nous avons parlé. Monsieur Szenderowski, qui est donc le directeur de l'urbanisme de la ville de Strasbourg, métropole, et puis Marc Barani, architecte niçois, architecte niçois, mais j'allais dire connu internationalement et qui en plus a travaillé sur un pont, et nous allons beaucoup parler de la question des liens ce soir, et le débat va être organisé et mené par Cristiana Mazzoni. Alors Mazzani, je voudrais vous dire architecte, diplômée de l'IAUV de Venise, donc praticienne et cofondatrice de l'atelier CMYT, je ne sais pas si on prononce bien, Yanis, hein, CMYT, K-C-M-Y-T, professeur ville et territoire à l'école de Strasbourg. Je dis au passage que cette conférence est montée en coopération avec l'école de Strasbourg. Elle est directrice du laboratoire de recherche AMUP, Architecture, Morphologie, Morphogenèse urbaine et projet. Elle est responsable scientifique de la chaire franco-chinoise des mobilités métropolitaines en partenariat avec l'université de Tongji, donc à Shanghai, et le groupe Sistra. Et puis, elle a publié l'année dernière, où il y a maintenant presque 2 ans, 2 livres sur la métropole de Strasbourg aux éditions de La Commune. Voilà, ma chère Christiana, c'est à vous d'animer ce débat et de poser les questions en ce lieu, car c'est une règle. Ce qui fait débat, ce qui pose question, c'est à vous. Merci, un grand merci à Francis Rombert et Diane Deravel pour cette invitation à la Cité de l'Architecture, invitation qui va regrouper 5 personnalités du monde de l'architecture, 5 personnalités très différentes, on verra tout à l'heure, et réunies ici pour parler, comme Francis a dit, de Strasbourg comme une métropole en construction. Métropole en construction autour d'un fleuve, donc le Rhin. Quand on travaille sur une ville, on a très souvent la sensation d'avoir face à soi presque une personne, que la ville a une personnalité, a une exceptionnalité, une originalité qu'elle dégage et qu'elle manifeste à travers ses caractères. Donc, je pourrais parler d'énormément de thématiques. J'en ai choisi 4 de façon à ce que, à la fois le public, après, et donc vous puissiez vous en emparer et rebondir sur les éléments que je pose. Alors, tout d'abord, l'idée de la construction d'un nouveau cœur métropolitain. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, en fait, Strasbourg aujourd'hui est en train de inventer, réinventer ou construire autour de ce fleuve, sur les 2 rives du fleuve, un nouveau cœur métropolitain qui est à la frontière. Donc un cœur qui dépasse
les frontières, qui nous invite à percevoir cette frontière qui a eu une importance à plusieurs niveaux, et pour Strasbourg, pour l'Alsace, pour la France, on le sait, de la percevoir dans son épaisseur et donc de la penser non pas comme une frontière infranchissable, mais comme une limite épaisse, comme des frontières au pluriel qui sont questionnées, qui sont des outils de projet qui nous invitent à réfléchir. Et donc à réfléchir sur des thématiques qui concernent aussi la géopolitique et comment un projet d'architecture se positionne sur des questions très difficiles et compliquées liées à la géopolitique. Nous savons, ça reviendra peut-être dans le débat tout à l'heure, quel est le rôle des techniques et l'importance des techniques dans ces questions de géopolitique. Et ici, dans ce nouveau cœur métropolitain, c'est vraiment la technique liée à la mobilité qui est en jeu et qui nous invite à repenser ou penser une nouvelle façade urbaine de Strasbourg sur ce fleuve. Donc, la question est comment donner une densité aussi à ces rives, et en particulier la rive du côté de Strasbourg, la rive ouest. Il s'agit d'un cœur métropolitain en construction, mais aussi d'un double cœur qui s'inscrit dans une constellation. On parle très souvent de Strasbourg comme un exemple emblématique d'une ville archipel. Donc c'est une constellation de villes qui sont tenues ensemble par le Rhin, bien sûr, mais tout un ensemble de structures, infrastructures qui font de cet ensemble de villes on parle très souvent du Rhin supérieur comme une métropole de 9 millions d'habitants, une métropole qui, à partir de Strasbourg, on peut compter, disons, 1h50 de route pour ces 9 millions d'habitants qui forment cette métropole. Et le corset ou le squelette est formé par le Rhin et par ces ensembles, ces infrastructures, ces ensembles viaires qui irriguent la métropole. Un autre thème que je voudrais mettre, un deuxième thème que je voudrais mettre sur la table est celui du paysage. C'est une ville, une métropole en construction qui prend en compte les trames qui, sur la longue durée et depuis longtemps, participent de la construction du paysage urbanisé. Et en fait, il y a du côté ouest, côté gare, côté aussi de l'autoroute A35, un entrelacement de ces trames qui sont des trames vertes, bleues, et le rôle du ferroviaire et du viaire est très important. Il ne faut pas le sous-estimer parce qu'ils font ces trames viaires et ferroviaires nous permettent de réfléchir et de parler de Strasbourg comme d'une ville résiliente. Il y a là une thématique très intéressante qui est au cœur de nos recherches et qui essaye de comprendre comment cette infrastructure viaire et ferroviaire, et surtout la structure ferroviaire, peut permettre à cette ville d'être résiliente. Mais ce n'est pas seulement la trame des ferroviaires et viaires, c'est surtout le caractère du paysage avec cette trame verte et bleue et l'intensité des espaces paysagers qui font que aujourd'hui, Strasbourg peut être considérée une ville résiliente qui se construit sur la longue durée à travers ces trois trames. Tout à l'heure, on a évoqué les livres que l'ensemble des chercheurs du laboratoire ont édités sur Strasbourg. On a travaillé sur la ville archipel, donc sur le sens de cette évolution à travers cette figure. Après, on a beaucoup travaillé aussi sur la ville mosaïque. C'est un mosaïque d'espace, un mosaïque de gens. On compte sur le port de Strasbourg sans ethnie. Donc c'est une ville qui présente des caractères à la fois
sociaux et socio-anthropologiques très intéressants qu'il ne faut pas négliger quand on prend en considération l'évolution spatiale de la ville. Et la thématique de... la troisième thématique que je voudrais mettre sur la table est celle de la ville-énergie. Donc l'énergiewende, la transition énergétique à Strasbourg est importante parce qu'elle s'inscrit dans une politique trinationale, dans une politique qui n'est pas seulement celle de l'Alsace, de Strasbourg, de la France, mais qui doit être en dialogue avec les voisins. Et il y a une réflexion en cours depuis une dizaine d'années sur l'énergie, sur cette transition énergétique, sur la ville post-carbone. Et ce qui est intéressant, c'est que les défis qui sont clairement annoncés, c'est pour 2050, 86,4% d'énergie verte. Et la ville, depuis, on le verra peut-être tout à l'heure avec Eric, la ville se prépare vraiment à ce passage, et le thème de la résilience, là, est très important, ce passage au post-carbone, à la ville 86% énergie verte. Il y a aussi la question de la mobilité, au centre du débat sur la transition énergétique, avec la part modale liée à la marche à pied et à la bicyclette. Donc c'est une ville qui met en avant l'idée des courtes distances, l'idée du dernier kilomètre, avec cette part modale très importante pour les piétons, ce qui en fait permet un équilibre très intéressant entre ce qui sont les réseaux intelligents, les réseaux qui définissent la Smart City et la ville humaine, c'est-à-dire une ville qui soit à l'échelle de la perception de celui qui marche à pied et qui vit l'espace à travers la lenteur et ne pas seulement la vitesse à laquelle on est habitué. En fait, cette question de la mobilité liée à la transition énergétique, une transition qui pose la question d'un retour à la lenteur, donc d'une certaine résilience, me permet de mettre sur la table le quatrième et dernier thème, sujet, qui est celui de la construction actuelle du PLU. Un PLU, donc un plan local d'urbanisme qui est métropolitain, qui est intercommunautaire, qui est innovant en cela, parce qu'il y a une échelle importante avec des acteurs qui sont des acteurs aussi transfrontaliers et qui introduisent le lien qui doit se faire entre les projets urbains et les deux rives qui sont le Strasbourg-Kehl, qui est au centre de notre débat ce soir, est en fait s'inscrit dans cette dynamique, démarche métropolitaine qui est un sujet de recherche, un sujet professionnel pour les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme, qui est un sujet aussi très important pour les élus et pour les techniciens de la ville qui travaillent depuis plus de 20 ans. Alors, je m'arrête là pour ce qui est la présentation de ces 4 thématiques et je passe la parole à Marc Barani pour évoquer l'échelle architecturale. Merci Christine. Alors effectivement, on va faire un saut entre les questions métropolitaines et puis qui étaient beaucoup organisé autour du lien, des transports. On a bien compris que la ville résiliente, elle s'organisait autour de ça. Et on le voit sur cette image, on voit sur cette image tous les franchissements et la question du lien, puisque finalement, parler de transport, parler de réseau, c'est parler de lien, avec le Rhin au milieu et tous les franchissements qu'il y a dans une zone assez courte entre la France ici, Strasbourg et Kehl. Donc le concours, on a fait ce concours il y a 2 ans à peu près, avec Bouygues, c'est un conception-construction comme mandataire, Buck en charpente métallique, j'en parle parce que c'est vraiment des gens très forts pour les calculs charpente métallique, et Arcadis en bureau d'études. Donc l'idée c'était de faire un franchissement
ici, où on a à peu près dans ces 4 ponts tous les modes de transport. On a la passerelle de Mimram ici, qui est plutôt piétonne, un pont routier, un pont ferroviaire, et un autre pont qu'on devait inscrire ici, dans 2 quartiers en mutation, ici et ici, qui va accueillir tramway, piétons et cyclistes. Donc 10 modes doux. Alors, la question qu'on nous posait, c'était évidemment, puisqu'on est transfrontalier, c'est une question technique, comment on franchit avec des économies de moyens, et comment on peut donner un signal fort de ce franchissement. Alors on a évidemment envisagé plusieurs solutions, sachant qu'on les avait quasiment toutes ici. Je reviens à la première image. Là, on a du haubané, on a un pont avec une structure par en dessous, un pont en structure cadre. Il nous manque que les ponts suspendus comme le Golden Gate pour avoir toute la gamme des ponts possibles. Et donc on est arrivé à un bowstring, non pas par... je vais vous dire comment on est arrivé à ce bowstring, non pas par idée de se distinguer à tout prix, mais parce que c'était ce qui nous permettait de créer l'image qu'on souhaitait. Franchir une frontière, c'est évidemment important, mais depuis l'Europe, on a considéré que ça ne méritait pas forcément un signal ostentatoire très fort, mais on a préféré parler de dynamique, de quelque chose de dynamique et d'une relation dynamique entre 2 villes, avec le Rhin au milieu évidemment. Donc vous voyez là le parcours du tramway et des piétons. On a une structure par en dessous pour une raison très rationnelle et simple, c'est que ça permet, puisqu'on a un tirant d'air dessous avec les bateaux, d'avoir le pont le plus bas possible avec un tablier très fin et donc minimiser les rampes des 2 côtés, dans la mesure des projets urbains qui vont arriver. Donc ça, c'était le premier acte majeur. Si on a une structure par en dessous, le pont monte plus haut et donc les raccordements, ces mathématiques sont beaucoup plus longs et grèvent tout le potentiel d'image qu'on peut avoir, d'aménagement qu'on peut avoir sur les 2 rives. Les projets sont en cours, d'ailleurs, tu vas en parler sans doute, par rapport à ce qui peut environner les ouvrages. Donc le pont fait 290 mètres de long, il a une pile centrale, et il est fait de 2 bowstrings. Bowstrings, c'est-à-dire que vous avez 2 arcs et qui sont tendus ici par le tablier qui les empêche de s'écarter. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'ils sont assez bas et très fins. Ce qu'on a voulu donner comme image dans cette idée dynamique, c'est l'idée d'un ricochet sur l'eau. On part, hop, on s'appuie et on rebondit sur l'autre ville. Le tablier très fin, ici, permet, là vous voyez les raccordements, on a laissé les rives libres pour qu'on puisse circuler, et le tablier très fin permet de minimiser effectivement la longueur des rampes. Voilà, là c'est une des dernières images qu'on ait pu avoir, je l'ai prise sur une webcam hier. Le pont est posé, quasiment, et on voit sa structure de bowstring fendue au milieu et dédoublée pour, on va le voir sur les images suivantes, pouvoir engager une image d'un pont, parce que c'est un pont assez lourd en charge. Ici on a les tram-trains, là les piétons et les cyclistes, ça c'est plus léger. Voilà. Donc le double bowstring, il consiste à séparer les efforts pour pouvoir minimiser les arcs ici, les avoir les plus fins possibles, ainsi que les suspendre. C'est-à-dire qu'on divise les efforts en 2, et ça nous permet d'avoir cette image plus vibrante. Le caisson là fait 16 mètres, tout est en métal, sauf la pile du pont. C'est un caisson métallique excentré avec des efforts à reprendre sur les piles. Et on voit donc la structure tram-train, cycliste et piéton, avec la structure qui est positionnée sur l'axe central pour pouvoir dégager les vues sur les côtés. Ça nous paraît toujours très important de pouvoir, quand on est sur l'eau, on est dans un espace toujours très particulier, quand on est sur un fleuve, face au ciel, sur l'eau, et d'avoir les vues dégagées plutôt que d'avoir des structures latérales. Voilà, là le pont, quand il était à terre, on voit à quel point effectivement ce dédoublement nous a permis, avec des calculs très, très précis évidemment, d'affiner l'ensemble de ces structures. Ici, les accroches aussi. D'habitude, sur les structures, comme ça, sur les tirants, vous avez des accroches beaucoup plus lourdes. On a dû les calculer en rotation. Bon, je vous passe tous les problèmes techniques pour qu'elles soient aussi fines. Voilà. Avec des étais provisoires, ça c'est intéressant de voir que tant que le pont n'est pas en charge, il est tellement fragile et fin qu'il est obligé d'être étayé avec des étais provisoires. C'est les charges
en place qui vont faire en sorte qu'ils ne se déforment plus. Et voilà, cette image aussi qui me plaît beaucoup parce que c'est une manière de prendre le ciel aussi. Ces arcs-là, ils ne sont pas monolithiques, ils découpent le ciel et ils permettent donc d'engendrer une vibration assez claire là, quand on va être piéton, sachant que finalement, le résultat des courses, là, c'est que quand on a des arcs aussi fins avec des suspentes aussi fines, on est sur une image un peu ambiguë entre passerelle et pont. Et c'est ce qu'on cherchait pour avoir une dynamique. On ne sait pas, quand on voit cette image, si il est en train d'être posé, hein, c'est le premier tronçon, si on a affaire à un pont ou si on a affaire à une passerelle. On est un peu entre les deux. D'où l'idée de légèreté. Hein. Voilà, là vous avez encore des étés provisoires, vous voyez, une fois qu'il sera posé et mis en œuvre, là elles ont été enlevées. On a donc ces doubles rebonds. Avec là une image qu'on espère pouvoir faire en vrai assez rapidement. Comme on est en accès, tu parlais beaucoup du piéton, et évidemment c'est une des choses très importantes quand on franchit un pont, on le franchit en tram, on le franchit comme piéton. Donc les courbes d'accès, on en a profité pour pouvoir dégager des vues sur l'ouvrage et pouvoir effectivement le voir de manière différente selon son approche ou quand on est sur l'ouvrage lui-même. Là, c'est la perce du concours, simplement pour montrer qu'on ne s'est pas beaucoup écarté en termes de dimensionnement et d'image de la perce du concours. Alors, vous avez vu sur certaines images qu'il y avait une plateforme là, et puis finalement, en développant le projet, on s'est dit que marquer la frontière, ça n'avait plus de sens aujourd'hui. Et que l'idée, encore une fois, c'était plutôt, et on va le voir sur cette image-là, de franchir cette frontière qui n'en est plus tout à fait une pour nous, à l'heure de l'Europe, d'un pas léger, sautillant et joyeux. Voilà, c'est ce que le pont a voulu marquer et faire. Merci Marc. Est-ce que tu peux revenir peut-être un moment sur le dialogue que ce pont crée? Alors c'est intéressant cette figure du ricochet d'une rive à l'autre, et dans l'autre sens, comment il est pensé par rapport aux autres ponts? Est-ce qu'il y a une logique? Vous avez pensé à une logique ou c'est plutôt entre les deux rives la logique? Alors, les ponts vont bouger, parce qu'on a cette image noire, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Oui, on le voit. Le pont routier peut venir s'accoler, il est prévu qu'il vienne s'accoler à cet ouvrage. Parce que là, on a un peu, effectivement, une collection de ponts. Celui-là a été réhabilité, il reste là. Lui va venir s'accoler, a priori, ici. Et donc, l'idée aussi d'avoir ce bowstring ici qui le tient, il est à l'échelle aussi d'un possible raccordement de l'autre ouvrage qui est là. Mais non, je pense que nous, ce qui nous intéresse dans les ponts, et ça peut peut-être introduire une conférence que je vais faire plus tard, là, c'est d'avoir un rapport le plus clair possible entre les forces qui agissent sur l'ouvrage et sa forme. Et le dialogue d'un ouvrage avec un autre est très différent. On n'a pas d'approche formelle strictement dit sur les ponts. Ici, on a un pont cadre, type Eiffel, pour des charges lourdes de train, pour des questions de freinage qui peuvent engager le train. Donc on a une structure tridimensionnelle qui permet de résister à tous les efforts. Là, on est dans un autre cas de figure. L'ouvrage aussi, la passerelle de Mimram qui est plus loin aussi. On n'a pas cherché, pour répondre à ta question de façon très claire, à être dans un rapport, je dirais, mimétique, mais plutôt d'exprimer le plus simplement possible et clairement le franchissement entre deux rives et de permettre aux piétons et aux trams de voir au mieux ce franchissement. Merci. Je pense en effet qu'il est très symbolique de ce qui est la contemporanéité de la métropole de Strasbourg d'aujourd'hui. Parce qu'en effet, chaque pont est représentatif d'une époque. Au XIXe siècle, les voies ferrées, avec leur importance, sont représentées par ce pont qui franchit plus au nord les deux rives. Et après, l'importance de la voiture. Et là, en fait, c'était une réponse au concours, mais en fait, vous avez mis au cœur de la problématique le piéton et le tramway, et c'est vraiment représentatif de toute comme tu l'as dit tout à l'heure, la réflexion qui est en cours aujourd'hui à l'Eurométropole. Donc, ça me permet de passer la parole à Eric. Eric, il est depuis plus de 10 ans
responsable, donc directeur de l'urbanisme avant à l'ACUS, donc maintenant à l'Eurométropole de Strasbourg. Et tu t'es occupé du deuxième projet d'agglo, en 2009 du projet Écocité qui a été primé. Tu es en charge de l'organisation de nombreux concours, et dont les concours Strasbourg-Kiel dépassaient les frontières. Donc ce serait intéressant que tu nous dises tout à l'heure comment ce pont s'inscrit dans la démarche, la dynamique de ce concours qui voit la réorganisation des deux sites des anciennes douanes. Et tu t'es occupé de la rénovation du Neuhof. Je vais peut-être répondre un peu à côté, mais le débat, c'est la construction métropolitaine. Mais en fait, ce que je voulais un peu, c'est reposer la question du Rhin et du rôle que joue le Rhin dans cette histoire strasbourgeoise, parce que c'est quand même un fleuve assez paradoxal. Strasbourg n'est pas sur le Rhin. Strasbourg est une ville construite à côté du Rhin, c'est une ville de rivière. Et dans les deux images là que je vais vous montrer, vous allez voir ces deux visages de cette agglomération, celle qui est connue, qui a voilà, l'île qui façonne la grande île classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis une autre image, cette ville du Rhin, qui est d'abord une ville industrielle, enfin qui est une ville industrielle aujourd'hui, c'est 10 000 emplois, c'est la plus grande zone d'activité de l'agglomération. C'est pas la plus intense parce qu'elle se déploie sur 5 km du nord au sud, mais c'est quand même une autre ville que les Strasbourgeois connaissent peu, même s'il y en a énormément qui travaillent. Mais c'est quelque chose qui est en train de progressivement rentrer dans l'existence et dans l'imaginaire des Strasbourgeois, et notamment à travers des ouvrages comme celui que Marc vient de présenter, qui tout à coup, ce qu'il n'a pas dit, c'est que son pont, on le voit depuis 4 km loin. Donc en fait, maintenant, son pont, on le voit dans les paysages du centre-ville. Et voilà, donc je voulais juste vous montrer quelques petits schémas qui vous montrent à quel point donc, Strasbourg, c'est à la fois deux territoires, le Rhin, l'île avec toutes ses ceintures, donc une logique qui s'inscrit dans la grande échelle européenne de Bâle à Rotterdam, cette ville de rivière, et à quel point ça a même dessiné le ban communal de la ville, cette ville qui intègre à la fois cette rivière et ce fleuve dans ses limites communales. Donc une des questions que je soumets, c'est ce fleuve qui est absent, qui revient présent, et en quoi est-il également vecteur de fabrication et du changement d'échelle de cette ville, une ville provinciale qui, tout à coup, en changeant d'échelle, en découvrant son fleuve, pose des questions de métropole, et comment, depuis maintenant 150 ans, malgré tout, cette question de la fabrication d'un nouveau territoire se pose à travers le Rhin. Donc le Rhin a eu des rôles très différents au cours du temps. Il a été pendant très longtemps, avec une géographie, c'est un fleuve sauvage, qui a été un fleuve nourricier, c'est-à-dire la ville tirait un droit de péage sur ce fleuve, qui irriguait l'ensemble du territoire. Au gré des inondations, des villages pouvaient disparaître complètement du paysage, ou carrément passer d'une rive à l'autre, côté français et côté allemand. Donc c'est un fleuve vivant avec laquelle la ville faisait corps. Une autre image ici, les orpailleurs en train de ramasser l'or du Rhin, donc c'est une espèce aussi de mythologie permanente sur ce fleuve qui a beaucoup inspiré. Et puis progressivement, on va dire un durcissement du rapport au Rhin. Strasbourg a beaucoup, on va dire, vécu, s'est transformé en fonction de changements géopolitiques. Et le premier, c'est le rattachement de l'Alsace et de Strasbourg à la France, qui se font avec quelques décennies de décalage. Et donc Strasbourg devient une des pièces maîtresses du précaré, et de la constitution de l'État-nation et de la fortification de la frontière de la mer du Nord aux Alpes, avec donc cette citadelle qui va enserrer la ville et la couper complètement de son terroir, avec également cette prise de pied côté allemand, avec une citadelle qui a été également installée face à la nouvelle citadelle construite côté français. Mais on a toujours ce fleuve sauvage qui continue à exister. Le Rhin sera canalisé à partir de 1840 et perdra son caractère sauvage. Et c'est avec cette canalisation, cette régularisation du Rhin, que les premières catastrophes écologiques à l'échelle de la plaine d'Alsace sont apparues, puisque en canalisant le Rhin, on a réduit son cours, et en fait, on a rendu le port de Bâle inaccessible pendant quelques années. Le Rhin réémerge également à travers la question du port. C'est d'abord le port aussi qui a à la fois, en transformant ce fleuve sauvage en fleuve utile et industriel, également
pris possession du fleuve et finalement, d'une certaine manière, l'a mis à distance de la ville traditionnelle. Donc ici, vous avez tel que le port est imaginé à partir du milieu du XXe siècle, avec ses grandes extensions vers le sud, donc les 5 km du port au pétrole jusqu'au port moderne, qui a tapé largement dans les magnifiques forêts rhénanes qui accompagnaient le fleuve jusque dans les années 70. Voilà donc une image de ce rapport établi par cette grande zone industrielle qu'est le port, une vue des années 50 avec finalement cette mise à distance du port, du Rhin avec le port. Et puis évidemment cette question de la géopolitique, puisque le fleuve, la frontière n'a pas toujours été une frontière hostile pendant très longtemps, et par contre pendant une cinquantaine d'années, finalement, les relations compliquées entre la France et l'Allemagne ont fait que le fleuve est devenu une frontière un peu difficile. Et on a encore aujourd'hui des vestiges de ces lignes de défense sur le fleuve. Et donc là, l'image qu'on a vue à travers celle du pont de Marc Baranic, qui n'est pas encore présent sur cette image ici. Donc c'était, voilà, vous montrer un peu dans quel contexte le rapport de la ville s'est établi au Rhin, et de vous montrer aussi comment, progressivement, la question du changement d'échelle se pose et en quoi le Rhin redevient un élément fondateur de ce changement de dimension de Strasbourg. Une image de la ville telle que Vauban nous la lègue à la fin du XIXe siècle et telle que les Allemands en héritent quand Strasbourg devient capitale du Reichsland d'Alsace-Moselle en 1871 après le traité de Francfort. Une ville enserrée dans la fortification de Vauban avec une citadelle puissante qui couvre pratiquement un tiers de la surface de la ville. Et les seules relations au Rhin, c'est finalement la route historique de Paris à Vienne, qui passe ici, et puis la voie ferrée depuis 1840 qui franchit le Rhin. Je suis déconcentré par le bourdon qui passe. Ça y est. Donc la question qui se pose quand il s'agit de faire de Strasbourg cette capitale, cette nouvelle capitale du Reichsland d'Alsace-Moselle, c'est d'abord de desserrer les contraintes de la fortification qui est devenue obsolète et de lui donner le territoire qui permettra son développement. Donc le choix est fait de développer, de tripler la surface de la ville avec une nouvelle enceinte qui est beaucoup plus économe, doublée par une ceinture d'effort à 5 km de la ville. Et donc, en fait, cette nouvelle enceinte va permettre de desserrer la ville. Et surtout, ce qui est très important, c'est que cette nouvelle capitale, qui va se fabriquer à partir d'espaces monumentaux, tels qu'on le voit ici autour de la place de la République, qui était la place de l'Empereur, va se structurer à partir d'un plan remarquable, établi à partir de 1885, à partir du travail de l'architecte Conrad, qui va établir les grands axes qui vont permettre de circuler facilement entre l'est et l'ouest de la ville, et finalement établir cette grande liaison que Blondel n'a jamais réussi à établir au XVIIIe siècle à travers la ville. Donc en fait, le plan de l'extension de la Neustadt commence à mettre en place cette grande structure qui va ouvrir la ville entre l'est et l'ouest. Et donc on a ici finalement cette grande place de Kehl qui est la porte de l'ouverture de Strasbourg sur le Rhin. Alors voilà, c'est aujourd'hui l'image. Donc en fait, comme le plan a eu une durée de vie importante, l'urbanisation de cette place-là s'est faite à la fin de la deuxième partie du XXe siècle, et en fait n'a pas respecté finalement les plans d'alignement très forts. Mais pour autant, cette ville a prévu de s'ouvrir sur le Rhin, et on voit ici sur ce plan qu'à partir de la fin du XXe siècle, le Rhin devient... le port s'installe directement au bord du Rhin après avoir quitté timidement le centre-ville par différentes tentatives, notamment les bassins de la presqu'île de Malraux, peut-être que Georges en parlera. Et ici, on voit cette nouvelle ville industrielle autour du port s'installer aux portes de la ville nouvelle. Et à travers ce port, c'est un peu les analyses d'Alexandre Chemetov dans le cadre du travail qui est mené avec Henri Bava, nous a mis le doigt sur également finalement cette continuité de la Neustadt à travers le port, à travers une rue qui traverse l'ensemble du port et qui a été soutenue par des bâtiments tels que la capitainerie, tels que des cafés, des restaurants et des bâtiments très urbains qui sont finalement l'expression du prolongement de cette nouvelle ville allemande à travers le port. Donc vraiment cette ligne très forte qui sera un des axes forts du futur projet urbain.
Et puis une image assez intéressante, on a très peu de représentation de Strasbourg et de sa relation au Rhin. Et donc, à l'occasion d'une petite exposition, j'avais demandé aux archives de me trouver des images-là. Je me dis, chouette, tiens, enfin une vue de la ville en train de se déployer au bord du Rhin, mais pas du tout. C'est une image de propagande, finalement, juste avant la Première Guerre mondiale, qui montre finalement cette Allemagne protégeant Strasbourg et finalement Strasbourg comme porte d'entrée de l'Allemagne avec le Rhin et derrière la Forêt Noire. Donc en fait, on voit à quel point l'enjeu géopolitique est fort à travers ce fleuve. Voilà. Donc pour aller assez vite sur ces cartes, donc voilà cette trame, et aujourd'hui, on vit pratiquement depuis un siècle sur le prolongement et la transformation de ce plan de la Neustadt qui va trouver son prolongement aujourd'hui avec le projet de rive engagé. Alors, le projet urbain autour du Rhin, il naît, on va dire, par rapport aux besoins d'extension de la ville. Et la dimension, on va dire, affective et culturelle du Rhin est quand même très présente. On rappelle qu'il y a beaucoup d'Alsaciens encore en vie qui ont connu 3 nationalités entre 1935, 40 et voilà. Donc on se rend compte à quel point le Rhin a été vraiment un enjeu d'abord de réappropriation et finalement d'accepter cette histoire tellement particulière et souvent lourde pour beaucoup de Strasbourgeois pour le Rhin. Le Rhin, symbole finalement de passé douloureux. Et premier projet où le Rhin est mis aux places du projet, c'est un projet 42, les commandes d'Hitler à ses architectes, donc le plan de Richard Beblo, qui dessine un nouveau Strasbourg qui va se déployer vers le Rhin. C'est un des rares projets urbains d'une telle puissance qui va chercher le Rhin de cette manière-là. Bien évidemment, ce projet n'a pas eu de suite, mais voilà, parce que tout le monde l'a oublié. C'est vraiment à partir de l'arrivée de Catherine Trottmann aux commandes de la ville en 89 que se repose la question finalement de cette échelle métropolitaine et finalement de la prévision de la disparition des frontières. Et c'est à travers la consultation internationale Strasbourg-Kiel de 1991 qu'une nouvelle envie de projet, un nouvel imaginaire, des nouvelles perspectives s'ouvrent sur ce territoire-là. Je n'ai tiré de cette très riche consultation qu'une seule image de Seurat. Donc Philippe Padret avait produit 4 magnifiques aquarelles sur des lieux stratégiques de ce territoire. Et ici, il y en a une intéressante, on retombe sur ce franchissement du Rhin. À l'époque, la gare TGV se baladait entre Kiel et puis le nord de Strasbourg. Et donc, en fait, lui, voilà, il avait imaginé que sur le Rhin, il fallait un objet puissant. Et c'était une gare TGV qui faisait le lien sur le pont ferroviaire, ici. On voit ici, il imagine des nouvelles lignes de développement qui passent à travers le port avec des nouveaux franchissements. Il n'a pas tout à fait eu tort, mais pas complètement raison. Voilà. C'est vraiment à partir du début des années 2000 que va s'engager la transformation du site, avec un très beau projet, un projet en plus symboliquement fort, puisque c'est un projet transfrontalier d'un point de vue opérationnel, puisque c'est la ville de Kiel qui est venue proposer à Strasbourg de participer à ce grand concours qui retient tous les 2 ans, c'est 2 ans, 4 ans, tous les 4 ans, une ville moyenne du pays de Bade, Württemberg, pour organiser un festival des jardins. Landesgartenschau, c'est une petite expo universelle qui permet de structurer, de garder des objets. Donc en fait, là, Kiel, qui est vraiment au bord du Rhin, avec un jardin pas très important, a proposé à Strasbourg de venir s'associer pour fabriquer un lien très fort. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on a d'abord fabriqué un lien à partir de quelque chose qui est assez facile à partager, c'est le loisir, c'est le plaisir de la promenade et ce magnifique jardin. Et c'est à cette occasion que la passerelle de Mark Milbram a été réalisée avec un avatar, puisqu'au départ, elle devait être réalisée au sud du projet, mais dans un déploiement d'un projet urbain beaucoup plus important, et au bout du compte, elle a été ramenée finalement au centre de gravité du projet pour relier le centre de Kiel au quartier du port du Rhin qui était un peu plus proche. À la fois, on perdait cette ampleur du projet tel qu'il était imaginé au départ, mais la passerelle a sûrement, on va dire, un usage aujourd'hui beaucoup plus quotidien et utile que s'il l'avait été probablement au sud.
Voilà. Donc pour finir, pour vous montrer que cette reconquête et cette conquête vers le Rhin, elle passe d'abord par la reconquête des espaces portuaires du centre-ville. Donc ici, une image des bassins qui, depuis pratiquement les portes du centre-ville, vont se déployer vers le Rhin. Et donc on voit ici la tour à l'entrée de Kehl, ici. On n'a pas encore les ponts qui émergent dans le paysage. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est une autre manière d'ouvrir la question de l'image de la métropole, c'est que Strasbourg a longtemps, on va dire, moi je dirais en tant qu'architecte, souffert d'une image un peu passéiste et un peu empesée d'une architecture qui était tétanisée par un patrimoine très important et puis la figure tutélaire de la cathédrale. Et bien, Récit a progressivement s'émancipé de ce poids-là et de proposer sur cet axe finalement une série d'architecture un peu plus audacieuse et surtout accompagnée d'un changement d'échelle. C'est en fait que là, la ville est en train de passer allègrement à une nouvelle échelle avec la construction de petites tours de 50 mètres de haut, pour être juste en dessous de l'IGH. Voilà ici une image du secteur Danube-Malraux. Et ce qui est intéressant également, c'est que les architectes s'emparent de cet imaginaire lié au port. Georges en reparlera, mais je voulais citer le projet là, de l'Hélo Mercure d'il y a quelques années, un peu comme manière de s'emparer de cette question de l'échelle, qui fait que finalement le port, progressivement, émerge dans le paysage urbain à travers des architectures et des infrastructures de nouvelle nature. Donc je l'ai quand même laissé comme conclusion de la présentation. Donc on a bouclé d'une certaine manière la présentation. C'est un peu tôt pour la boucler parce que... merci. Non, c'est vrai que déjà, on avait eu d'autres occasions de discuter de cette cohérence dans le développement territorial de Strasbourg, qui est dans la longue durée, mais aussi avec une certaine lenteur. C'est à proposer et très tôt une réflexion sur l'échelle métropolitaine. En fait, il n'y a pas eu de rupture très forte. Malgré le passage à l'Allemagne et après le retour à la France, il n'y a pas des violences qui ont été faites par rapport à un tissu qui, lui, il semble, dans le récit urbanistique, architectural, mais aussi humain de la ville, il semble qu'il vraiment on ressent cette cohérence, cette continuité. On y reviendra peut-être. Merci pour cet exposé très clair et très pertinent par rapport à notre thématique. En fait, Henri, tu enseignes à Karlsruhe, qui est donc une université à côté, qui fait partie de cette dimension métropolitaine de Strasbourg, métropole du Rhin supérieur. Tu enseignes, donc tu es professeur de paysage, tu as une formation de paysagiste et de biologiste. Tu as réalisé des projets déjà sur des ports, Wilhelmsburg à Hambourg, et qui fait partie des LIBA d'Hambourg. Tu t'occupes en ce moment du Grand Parc de la Garonne pour Toulouse Métropole. Et pour Strasbourg, tu viens de gagner un concours alors c'est un peu compliqué. Et donc tu t'occupes du port. Alors la question c'est comment est-ce que tu peux nous parler de cette dimension paysagère? Alors le Rhin a été décrit comme nourricier, comme sauvage et après contrôlé. Quelle est ta vision du Rhin? Je sais que tu travailles aussi en tant que professeur et avec tes doctorants sur vraiment le paysage du Rhin. Ça peut être une entrée et comment ces trames vertes et bleues, tu les vois dans le port, agir dans le port et aussi dans ce qui est la dimension métropolitaine de Strasbourg. Oui, effectivement, donc je vais montrer quelques images, je vais développer un peu ce travail que nous sommes en train de mener avec l'agence Terre, donc les paysagistes de l'agence Terre, les paysagistes urbanistes, avec les architectes, 51 N4E et LIST, sur ce territoire du port de Strasbourg. Donc c'est un travail qui est en cours, que je ne peux pas montrer dans son exhaustivité parce qu'il n'est pas terminé. Donc je le montrerai surtout sur son aspect géographique, puisque tu parlais pour répondre à cette question. Oui. Donc
Ce qui nous intéresse ici, tout d'abord, c'est que cette Strasbourg, donc capitale européenne, qui accueille le Parlement européen en tout cas, il n'est pas complètement anodin que cette ville se situe non pas le long de la frontière franco-allemande, mais qu'elle soit le long d'un fleuve fédérateur, un fleuve éminemment européen qui part des montagnes des Alpes, qui traverse la Suisse, l'Allemagne, la France, la Hollande. Donc on est vraiment dans une dimension totalement européenne, une géographie puissante, avec de part et d'autre, on se situe au cœur de la vallée, de part et d'autre, deux horizons très hauts, des montagnes, d'un côté les Vosges, de l'autre côté la forêt noire, qui se ressemblent étrangement d'ailleurs. Ces montagnes se ressemblent à la fois dans leur altimétrie, dans leur végétation, parce qu'elles font partie d'un même socle finalement. Elles sont issues d'un même socle, qui au cours de l'histoire géologique, qui s'est affaissé en son cœur. Donc on a le fossé rhénan qui est intervenu. Cette cette vallée du Rhin dans laquelle nous nous situons est une histoire géographique où finalement un seul et même socle s'est effondré en son centre, donc a accueilli énormément d'eau, l'eau qui vient des Alpes. Donc on a une bière, la bière de Strasbourg, qui utilise très largement cette réserve d'eau, qui est un des plus grands réservoirs finalement d'eau potable européens. Et en même temps, pendant très longtemps, on les a vus dans les images un peu qu'a évoqué Éric Chandérowski tout à l'heure, on avait un paysage de ce qu'on appelle le ride alsacien, donc les roseaux. On était dans un paysage de bords de fleuves, avec ces roseaux, ces prairies inondables, ces forêts alluviales, qui aujourd'hui qui existent encore au nord et au sud de Strasbourg, qui sont résiduelles, et qui ont été effacés par les travaux de canalisation qu'on a évoqués tout à l'heure, donc effectués par Tula, ingénieur allemand, pour développer le transport sur le Rhin. Donc des travaux qui ont été efficaces pour le transport, peut-être trop efficaces, c'est un peu ce que tu évoquais, Eric, tout à l'heure, ce qui fait que le fleuve, l'eau qui était très stagnante pendant longtemps, qui était face à une sorte de marée, est devenue trop rapide. Elle a charrié des agrégats venant des Alpes notamment, donc qui a encombré ce canal. Il a fallu créer un autre canal, le canal du Rhin, pour finalement diminuer le débit de l'eau. Ce qui fait qu'on a complètement, petit à petit, effacé cette géographie, ce paysage ces paysages initiaux très importants, qui sont encore dans l'imaginaire des Strasbourgeois quand ils parlent du Ride. Georges nous le dira tout à l'heure, peut-être. Enfin, on est dans cet imaginaire, peut-être dans cette nostalgie parfois, qui existe au nord et au sud, mais plus tellement à Strasbourg même, en tout cas sur le Rhin. Donc on a toute cette histoire qui s'est développée depuis le 14e, 15e, 16e siècle. On voit effectivement que Strasbourg, ici, se développe à partir d'une rivière et pas du fleuve. On est à distance du fleuve, on l'a déjà évoqué. Donc Strasbourg qui est bien sur la rivière Ill, mais qui dès le départ s'implante sur finalement des activités commerciales, un port de commerce. Donc en fait, cette idée du port, cette ville-port n'est pas très récente. Elle est présente dès l'origine de Strasbourg, où la ville, le centre-ville, s'installe en repoussant le port, à chaque fois un peu plus loin, et en prenant, il y a toute une relation historique de cette ville qui se développe, qui repousse le port toujours un peu plus loin, vers les canaux. Donc on le voit au cours de l'histoire, on retrouve cette citadelle strasbourgeoise qui est ici, toujours à l'écart, très loin du Rhin. Et on a déployé notre étude petit à petit en cartographiant le site du port, en s'apercevant qu'il y a une continuité, bien sûr, est-ouest, avec les infrastructures, le tram, le train, très fortes ces infrastructures, mais il y a une continuité encore plus forte, à mon avis, qui est une continuité nord-sud, qui est celle dans l'axe, dans cette orientation du fleuve, cette orientation des bras du fleuve, si nous dessinons ces bras d'eau qui encore aujourd'hui canaux ou darses, et si nous dessinons toutes les parties végétalisées que j'évoquais tout à l'heure, qui ont été comblées, ces canaux qui ont été comblés, nous apercevons d'une continuité parfaite entre ces différents espaces. Et ces différents espaces en eau ou ces friches végétales déterminent finalement des entre-deux qui sont des îles.
des îles du Rhin. Et quand on nous propose de travailler sur des quartiers qui sont finalement des sortes de tout petits territoires au cœur de ces îles du Rhin, l'idée de fonctionner à partir de territoires étirés, oblongs, des territoires lamellaires, nord-sud, ça donne l'idée que les quartiers sur lesquels on va travailler pourront s'étendre, pourront eux aussi épouser la forme nord-sud plutôt du fleuve, qu'on pourra aller chercher au-delà de ce qu'on appelle la ZAC aujourd'hui, la ZAC des deux rives. On peut s'étirer vers le sud, aller chercher le jardin des deux rives qui est aujourd'hui un peu isolé, comme ça on se demande bien quand on arrive d'Allemagne où on arrive. On n'arrive pas à Strasbourg, en tout cas on arrive dans un territoire un peu perdu. On pourra très bien venir étirer le long de cette île, notamment une des îles qui est le long du Rhin, on pourra venir étirer, donc en tout cas c'est notre souhait, encore une fois, je parle de souhait, on n'est pas du tout on n'est pas acté, on est en cours d'étude de ce plan guide, mais venir étirer la ville pour venir chercher des éléments existants qui sont la passerelle de Marc Mimram, des deux rives, et des deux marques, oui c'est vrai, d'un côté nous avons Barani, de l'autre côté Mimram, très bien. Voilà, on a un territoire qui s'organise, qui s'architecture à partir de la géographie, finalement, de cette géographie révélée. Un vieux plan des années de 1943 qui montre encore une fois la trace, bien sûr le Rhin canalisé d'un côté, à droite, à gauche les canaux qui existent toujours, et en plein milieu, ce canal qui existe encore en 1943, qui est le canal du Petit Rhin. Ce canal, aujourd'hui, visible au travers de cette trace, donc là c'est une photo aérienne donc du même site aujourd'hui, avec cette trace qui est complètement végétalisée, cette friche, non pas, qui est une friche végétalisée entre des friches industrielles. Donc c'est le canal du Petit Rhin qui pourrait devenir un des colonnes vertébrales, en tout cas de la mobilité douce, qui vient recréer aussi, qui permettra de recréer des façades urbaines sur un parc linéaire au centre, éviter d'avoir l'idée d'un arrière de la ville, donc un avant qui serait uniquement sur les parties en eau, sur le Rhin et sur les canaux existants du port, mais aussi créer un effet de façade, de vis-à-vis direct, de frontalité aussi le long de ce parc linéaire au cœur de l'île. Une image qui n'est pas du tout, encore une fois, une image définitive, qui est une manière pour nous de comprendre comment nous pouvons développer petit à petit des volumétries construites avec nos amis architectes, 51 4E, avec Liszt. Comment, autour de ce grand axe, ce grand parc du Petit Rhin, nous pouvons petit à petit développer les quartiers. Comment, autour des canaux, donc les canaux qui ne sont pas des limites entre un quartier du port et un autre, les canaux qui deviennent des centralités. Donc parce que chaque quartier s'adresse sur le canal, il y a des vis-à-vis à créer, de part et d'autre du parc, de part et d'autre du canal Vauban, de part et d'autre bien sûr du Rhin. Donc c'est la tâche à laquelle nous sommes en train de nous attacher, nous accrocher aujourd'hui, avec une première image ici, peut-être bien sûr un travail sur les coupes, sur ce parc du Petit Rhin que nous n'imaginons pas du tout comme un parc finalement très traditionnel, nous imaginons comme un parc qui est un corridor écologique. Il joue ce rôle-là aujourd'hui, il est légèrement creux, il recueille les eaux de pluie, donc c'est très bien, il continuera de recueillir ces eaux de pluie, c'est une sorte d'énorme une réserve de biodiversité, mais aussi un travail sur les rives. On voit la maison Fischer ici à droite, donc avec des rives qui accueillent les mobilités douces de part et d'autre, qui créent un effet d'adressage. On accompagne ce parc, on le traverse par les infrastructures qu'on a évoquées tout à l'heure, mais on peut le traverser aussi par des passages plus un peu sur la pointe des pieds, sur des pontons, des constructions en bois qui viennent traverser cet espace finalement humide, qui va venir relier la forêt alluviale qui existe encore au nord de Strasbourg et celle du sud. Donc on va recréer cette continuité écologique qui avait été perdue par le travail de Toula sur la canalisation du Rhin. Donc les rives, encore une fois, donc ces rives qui vont être données largement aussi, non seulement aux mobilités, mais on va conserver un recul des constructions par rapport aux rives, donc entre 20 mètres, entre
30 mètres de recul pour permettre de profiter, notamment je pense au quartier Starlet, profiter de cette vue sur le skyline urbain de Strasbourg avec sa cathédrale, et profiter que les Strasbourgeois, tous les Strasbourgeois, puissent venir dans le quartier du port, dans leur ville finalement, le long de l'eau, et regarder leur cathédrale au loin, tout en construisant, donc c'est le travail que nous faisons en ce moment, en ayant des immeubles qui s'étagent et qui regardent eux aussi plutôt vers l'ouest, bien sûr, dans ce cas de figure. Donc on aura le quartier Starlet qui est entre deux, finalement, entre deux atouts, le canal Vauban d'un côté et de l'autre, le canal du Petit Rhin. Donc on a une vue vers l'est, une façade vers l'ouest, un quartier assez étroit, mais qui vient jouer avec ces deux potentialités. Et bien sûr, le Rhin, bon, on n'a pas encore la passerelle de Marc, mais il vient de dire qu'il a fait la photo date d'hier, donc voilà, cette passerelle, elle est toute récente. Elle vient d'être, ce pont, le pont du tram, ce ricochet vient d'être fini hier. Donc on a tout un travail sur la largeur du Rhin ici. Là, on en voit plutôt le côté allemand avec les bateaux. Et donc, petit à petit, quartier par quartier, le quartier Citadelle, qui est finalement une tête de proue, si on considère l'ensemble de la bande construite, qui est plutôt industrielle au sud, et qui va se terminer par cette proue qui va être habitée. Mais cette proue, on souhaite vraiment la prolonger par une passerelle telle que le pont, il y avait un pont avant-guerre, détruit par la guerre, qui était un pont qui accueille un train. Aujourd'hui, nous imaginons bien sûr relier le parc de la Citadelle avec ce futur quartier qui s'appelle lui aussi Citadelle par une nouvelle passerelle piétonne. On voit ici le vis-à-vis avec Starlet. Donc voilà, un quartier qui se déploie avec les mobilités, donc les infrastructures, le tram qui vient traverser des épaisseurs différentes, le tram qui est comme enserré par les nouvelles constructions, qui ensuite traverse le canal, c'est-à-dire que la vue s'ouvre complètement, avant de se refermer encore une fois quand il traverse une nouvelle bande construite pour se réouvrir au droit du canal, du parc du Petit Rhin. Donc on a cet effet de succession spatiale qui met en scène ces différentes îles, ces différentes ouvertures, fermetures, et qui parle de ces 1000 rives entre la France et l'Allemagne, qui parle en fait de ces 1000 rives qui vont être complètement incorporées, qui vont constituer le tissu de cette métropole rhénane. Le quartier qu'on évoquait tout à l'heure de la COP, donc, qui s'accroche vraiment avec le port, la partie du port qui reste vraiment industrielle en activité au nord, et cette frontalité où l'on imagine aisément que, vu la largeur du Rhin, on peut très bien monter beaucoup plus le long du Rhin, mais encore une fois, ce sont des modés nature, ce sont des tests, ce ne sont pas du tout encore un quartier qui est fixé. Donc il s'agit de prendre appui sur le quartier des rives du Rhin qui existe. C'est un des rares quartiers qui existe dans ce territoire du Rhin, et le prolonger les rues, faire en sorte que les rues, la rue principale du quartier fixe la tour qui est de l'autre côté allemand, donc la tour de Kehl qui émerge. Donc on a tout ce rapport de vis-à-vis de rue qu'il faut prolonger. Et là encore, jusqu'à une autre rive épaisse, large, un autre travail de parc qui vient en vis-à-vis avec le parc existant de côté Kehl. Donc on a un travail du Rhin qui essaye d'imaginer les deux côtés en même temps et qui essaye de conjuguer les travaux, les efforts des deux villes pour créer cette métropole rhénane européenne. Il faudrait qu'on conclue parce que... Ça y est, j'ai conclu. Oui, pardon. Non, c'est intéressant cette lecture que tu nous donnes de ce socle qui depuis des millénaires est là et qui en fait permet cette force et cette unité qui dégage des potentiels à cet endroit-là. Et après, c'est vrai que la richesse de lecture que une approche par le paysage permet n'est pas... elle semble un peu s'amoindrir ou être plus faible
quand face à l'architecture, quand en fait la densification à travers ces images de plan masse viennent créer d'emblée une réponse donnée à toute une problématique qui en fait demande la lenteur, ou demande qu'on prenne en compte énormément de paramètres, dont le temps long. Alors ça c'est assez difficile à mettre ensemble. Alors le roi des paradoxes, Georges, qui est le seul Strasbourgeois parmi nous, le seul vrai Strasbourgeois. Donc à toi l'honneur de conclure cette table ronde ou cette prise de parole successive des uns et des autres, parce que finalement on a pris plus de temps, on devait finir à 8h, il est 8h23, donc après la salle pourra intervenir juste avec une ou deux questions. Tu évoqueras, si j'ai bien compris, à la fois l'échelle métropolitaine, et tu essayes de faire cette boucle entre l'échelle métropolitaine et l'architecture, qui apparemment quand même n'est pas si simple. Non, mais si tu m'y autorises, effectivement, je voudrais revenir d'abord à la question, peut-être, tu as évoqué la question identitaire, l'identité, donc je veux rétablir une vérité, je ne suis pas, si, je suis alsacien, mais comme tout Alsacien et Strasbourgeois, on est tous un grand mix-up de Mitteleuropa, donc c'est pas du pur souche. Parce que c'est une vraie mixité, et c'est ce qui fait quelque part la richesse de ce territoire. Alors même si c'est une ville emblématique, le serment de Koufra, le drapeau sur la cathédrale, etc., c'est malgré tout une ville œcuménique, il faut le rappeler. 4 grandes communautés religieuses, mais c'est d'abord un territoire qui est celui du Rhin supérieur. Et le Rhin supérieur, c'est quand même pas rien. Si on prend, et c'est un peu comme ça que je voudrais un peu aborder l'échelle, enfin, cette ville dans son territoire, ou alors ces villes dans leur territoire, plutôt à la façon d'un botaniste qui s'intéresse à une fleur, et pour comprendre la fleur, on observe le champ, mais finalement, on ne peut pas faire abstraction des forêts, de la vallée, du territoire, jusqu'aux montagnes et jusqu'à la mer. Et pour parler du Rhin supérieur, on va quand même de Bâle, qui est donc à 1h et quart au sud, jusqu'à Cologne, Mainz, et en largeur aussi, on a une bande assez large. Ça veut dire que tu parlais de ce socle. Ce socle, c'est une montagne qui s'est affaissée en son centre, et puis on a les Vosges, la forêt noire, et on a quand même là, depuis le Moyen-Âge, depuis la Lotharingie, une société extrêmement moderne, d'abord indépendante, cette mosaïque dont tu parles aussi, les décapoles, c'est-à-dire ce sont des villes qui se sont construites dans les accords, les rivalités entre elles, et finalement le fait de ne pas faire allégeance comme ça à un roi, un royaume ou un empire, ont développé toute une tradition de négociation, ont frappé ses propres monnaies, les ambassadeurs, les armées, les alliances, l'allégeance. Strasbourg, on a encore ces traditions aujourd'hui, puisque tous les ans, les Bâlois nous amènent du mil chaud en une demi-journée. Si on est attaqué par Karlsruhe ou Stuttgart ou Baden-Baden. Donc cette tradition de ville indépendante ont créé une mentalité de négociation qui a apporté aussi toute la dimension sociale. La sécurité sociale existe depuis le XIe siècle en Europe, dans le Rhin supérieur. Donc on parle de l'humanisme rhénan. Erasme, enfin, les premières bibliothèques, Célestat, etc., etc. Donc cette tradition aujourd'hui, c'est quand même, en 2012, 200 milliards de PIB, il y a une bonne dizaine de cathédrales gothiques majeures, une centaine de musées absolument exceptionnels. Je ne vais pas parler aux architectes, évidemment, de Bâle, Herzog de Meuron, les piano, etc., mais Richard Meyer, Baden-Baden, etc., etc., Stuttgart, mais aussi Peugeot, Mercedes, Porsche, Bugatti, à 25 km de Strasbourg, et la chimie, BASF, l'industrie pharmaceutique. Enfin, bon, voilà, on a donc une région, finalement, qui est assez impressionnante et qui a finalement en partage ce territoire. Et évidemment, ce territoire est absolument schizophrénique, puisque on aborde cette question-là essentiellement dans un rapport Est-Ouest. Donc la ville frontière,
la ville sur le fleuve, et à distance du fleuve, comme ça a été clairement et brillamment exposé précédemment, cette histoire complexe s'appuie sur cette géographie, ce qui est la moindre des choses, puisque toutes les villes frontières, j'ai envie de dire, sont dans cette situation de tripode, d'ailleurs, chez nous, puisqu'on a la Suisse, le Bade-Wurtemberg, donc aussi politiquement. Aujourd'hui, on a une république, on a un État fédéral, un État cantonal, et donc tout ce système crée des relations complexes, difficiles, mais riches, qui sont inscrites dans une tradition depuis quasiment une dizaine de siècles. Et une tradition aussi qui est extrêmement sanglante. C'est-à-dire que, quand on parlait avant de la ville frontière, des frontières qui s'effacent, encore très récemment, on voit bien qu'en 2 coups de cuillère à peau, les frontières sont rétablies. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette espèce de tradition, j'ai envie de dire, franco-allemande, de face à face et d'adversité est-ouest, la réalité, c'est quand même celle des Blue Bands of Europe. Si on prend le Danube et le Rhin, c'est les fondamentaux de toute la société humaniste européenne. Judéo-chrétienne. Et pourquoi ? Parce que finalement, ce sont des axes nord-sud qui ont développé du nord au sud, qui ont permis aussi bien à l'imprimerie qu'à la Renaissance de se déployer de l'Italie jusqu'à Rotterdam. Et c'est ce commerce qui a rendu ces régions riches. Et c'est cette tradition, ces relations, puisqu'on parlait de géopolitique et d'identité, qui crée à la fois la richesse du bassin et aussi ces contradictions et cette schizophrénie. Juste pour rappeler qu'après New York, Strasbourg est la ville qui a le plus de psychiatres, psychanalystes en densité de population. Et là encore, œcuménique, hein, autant de jungiens que de lacaniens que de freudiens, y compris des écoles très, très fortes. Donc dans cette tradition aussi, on parle plus assez souvent de la langue. C'est-à-dire que là, c'est très très intéressant. Si vous regardez cette carte que nous avons réalisée, on voit les infrastructures. Donc, on est en fait sur un territoire siamois. C'est-à-dire que vous avez à gauche et à droite Vosges et Forêt-Noire, le Rhin au centre. C'est un couloir qui fait 60 km de large, parfois à peine moins, parfois à peine plus. Et on a tout qui est évidemment dédoublé. On a l'ICE, le TGV, on a des autoroutes, enfin on a tout en double. C'est absolument formidable. Alors, c'est vrai qu'en voiture, on circule beaucoup plus vite en côté allemand. C'est vrai, maintenant, il y a beaucoup de bouchons. Mais c'est parce qu'il passe à 6 voies aussi. Hein. Mais bientôt, ça... Enfin bref. Pour dire que sur ce territoire-là, on est dans la contradiction, l'opposition, sauf que cet axe nord-sud, donc cette espèce de suture entre ces territoires est et ouest, mais qui ont créé finalement cette organisation nord-sud, est-ouest et la richesse de ces territoires, on trouve des barreaux transversaux. Et c'est étonnant que l'infrastructure est assez peu développée d'ailleurs dans les axes est-ouest, c'est pour ça qu'il y a une concentration chez nous, mais ce sont aussi finalement les symboles de la langue, les patois. L'alsacien est encore très parlé. On parle beaucoup moins de l'alsacien que du corse, alors qu'il y a énormément plus d'alsacien qui est pratiqué, je crois 10 fois, oui, c'est à peu près ça. Mais bon, on se fait assez discret en général. Et alors il se trouve que les langues, les idiomes, entre le haut alémanique, roman ou le francique, se fait d'est en ouest. C'est-à-dire que entre le nord et le sud de l'Alsace, on arrive à peine à se comprendre, alors qu'avec le voisin en face, à Strasbourg, je parle d'Oberkirch en Allemagne, on parle exactement la même langue. Et ça, en fait, c'est lié encore à la carte, on va dire, des évêchés et de l'Église, et des relations qui se faisaient traditionnellement beaucoup plus d'est en ouest, au niveau local et international, du nord au sud. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement marqué et formé. Si on combine ça avec les très belles cartes qu'on a vues tout à l'heure de ce fleuve sauvage qui a tenu à distance la ville, évidemment, parce qu'il y a 2000 ans quand même, c'est les Romains qui ont choisi cet endroit stratégique pour s'y implanter, un peu en surplomb du Rhin. Aujourd'hui, avec la canalisation, on a vu les effets pervers que ça pouvait avoir.
Mais je tenais à revenir à cette notion parce que si on quitte ce système de barreaux qu'on appelle, nous, des corridors dans lesquels on retrouve l'essentiel des infrastructures, un peu comme dans les vallées alpines ou autres, enfin les vallées de montagne, et si on regarde alors d'une autre façon, parce qu'évidemment la cartographie est un imaginaire magnifique, on peut imaginer, et c'est un peu comme ça que je crois qu'aujourd'hui, il faut aborder pour le XXIe siècle ce territoire rhénan, c'est qu'on peut considérer que finalement le Rhin supérieur est une ville. C'est une ville diffuse dont les quartiers sont les villes. Et ça nous donne une toute autre dimension, un emboîtement d'échelle qui fait que le quartier nord, ça va au-delà. Hein, là, c'est une carte qui voilà, tu as bien fait. Donc l'idée, c'est cette idée que finalement le territoire est une ville diffuse. Et que la question de Strasbourg, vous l'avez vu, avec cette frontalité avec Kiel, est tout à fait dépassée. Qu'il faut aborder la question sur une dimension territoriale qui va au-delà de la question purement politique et qui fait que Bâle sont nos quartiers sud et le Palatinat et Mainz, Cologne sont nos quartiers nord. Ça veut dire que dans cet esprit-là, on peut aussi imaginer sur le port, je vais en parler après. Pour revenir sur Strasbourg, que vous voyez ici, l'empereur Guillaume II, qui donc dès 1870 puis 71, Guillaume Ier, excuse-moi Albert. Oui, c'est vrai. Un a suffi. Donc, a eu, comme il a pris Strasbourg comme ça en une après-midi, s'est dit on va pas nous refaire le coup, et donc il a construit ces 11 forts autour de la ville. Je pense qu'il y a aussi, si on vient maintenant à l'échelle de la ville, je parle très vite, peut-être je parle en alsacien, ça ira plus vite. C'est très imagé l'alsacien. Donc, on peut imaginer déjà que ce territoire est restreint, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il est extrêmement précieux, restreint, il est magnifique, mais il s'est industrialisé et aujourd'hui il est complètement absorbé. Il y a une espèce de Los Angelesisation de l'espace qui fait que partout, on a des chapelets de villages, etc., etc. Donc l'idée de la ville compacte est importante et à Strasbourg on pourrait s'appuyer sur les 12 forts qui ont été construits par Guillaume Ier. Et qui étaient les limites de la ville. Ils n'ont jamais servi, puisque la balistique allait plus vite que l'architecture. Et donc la ville a été reprise avec difficulté, mais enfin en 18, puisqu'on parlait avant de ces difficultés-là. Et on peut s'appuyer et imaginer que la ville devrait repenser son territoire sur l'idée de ne plus s'étendre. La peau de chagrin, tout simplement, c'est quelque chose d'évident pour tout le monde maintenant. Ça fait 25 ans qu'on travaille dessus et je crois que ça commence à rentrer dans les mœurs. Différents outils permettent cette réflexion. On l'a vu tout à l'heure sur la question du port qui est extrêmement bien menée puisque le choix en a été fait cet été et je félicite la ville de ce choix. Parce que j'y reviendrai tout à l'heure, mais la ville de Strasbourg, vous l'avez vu avant dans ses anciens plans, les citadelles, etc., a laissé place, comme toutes les villes européennes, après les glacis à l'arrivée de, pas faire une leçon sur la question, mais sur les infrastructures ferroviaires, autoroutières, etc., qui ont donné ce qu'on appelle la ceinture verte à Strasbourg. Alors elle est verte parce qu'en fait c'est du délaissé urbain qui couple la ville de la périphérie. Donc vous voyez ce territoire du port, il manque une dimension qu'on devrait rajouter à ce port. Ce port évolue, tu nous l'as bien montré. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, 80% du port est utilisé par des gens qui n'utilisent pas l'eau. Donc ils n'ont pas du tout leur place ici. Ils ont leur place sur des plateformes logistiques, ailleurs, dans l'infrastructure des corridors qu'on a vu tout à l'heure, et donc peuvent laisser place à l'arrivée de la ville, à condition aussi que ce qu'on appelle l'île aux épis, qui est le port qui est à droite le long du Rhin, que vous avez identifié avec le port au pétrole au nord, qui se remet en question aussi parce que les hydrocarbures, tout ça, ça bouge. Donc on a des territoires qui se libèrent. On peut donc penser une ville plus compacte. Vous connaissez ces thèmes de construire la ville sur la ville, etc., qui ne sont plus nouveaux aujourd'hui. Mais en transportant encore les activités rhénanes, portuaires, de la ville de Strasbourg sur Kiel, vous voyez qu'à Kiel, à l'époque, les Allemands avaient eu l'intelligence quand même de construire un port aussi grand que celui de Strasbourg pour une ville qui est 50 fois plus petite, en se disant on ne sait jamais.
Et si on faisait une joint venture entre ces deux ports, on aurait le plus grand port jusqu'à Rotterdam. Une plateforme absolument extraordinaire pour donner sur toute la porte vers l'Est. Donc ce sont des enjeux très importants. Et aujourd'hui, il y a moyen de créer un lien entre la ville et sa périphérie en réinvestissant ce territoire. Et en particulier, on a parlé du port, on a à l'autre extrémité est, qu'on a vu tout à l'heure, une gare. Et cette gare 19e qui est mono-orientée et à laquelle on pourrait donner une double orientation en transformant ce qui se passe, ce qu'on voit à gauche, qui est cette grande autoroute qui sépare, qui accentue encore cette cicatrice entre ville et périphérie. Un grand contournement ouest est prévu en amont de la ville pour éviter tout le trafic des gens qui vont de Bâle à Metz, Nancy, etc., vers Luxembourg et autres. Et à partir de là, transformer cette autoroute en boulevard urbain et pouvoir imaginer sur ces territoires que nous voyons ici, un territoire pour y développer la ville. C'est-à-dire arrêter de manger la campagne, de la réduire en peau de chagrin, maintenir ce qu'on a encore de bocage arcadien, j'ai envie de dire, sur le territoire alsacien, qui a été maintenu en Allemagne. C'est-à-dire quand vous passez d'Alsace, où on a la monoculture du maïs, etc., et vous passez simplement, vous empruntez les ponts des deux marques, vous découvrez l'Alsace comme elle était avant, absolument magnifique. Donc on peut retrouver ce paysage à condition de construire la ville, sur le port, et en particulier ici en transformant en plus comme vecteur de développement l'autoroute comme parc. Donc vous voyez ici des images de développement de ça. On retrouve ici, alors je tiens à souligner quand même l'idée du Rhin tortue. C'est-à-dire que la trame verte et la trame bleue dans la ville aujourd'hui, et tous ces accidents, ces objets trouvés, son cadavre exquis, permettent de composer une ville où on peut réinventer la ville sur 50 ans. C'est un territoire absolument magnifique qui se dessine pour un avenir différent, qui prend en compte toute cette schizophrénie, mais aussi toute la richesse de la ville. Voilà, je finis. C'est conclu. Non. Je préfère ne pas me prononcer. Non, tu ne prononces pas. Le temps s'est écoulé plus vite. Je pense, sauf si vous avez des questions, ce serait intéressant d'entendre la salle sur l'une des thématiques qui avait été posée sur la table par nous 5 intervenants. Bonjour. Je suis un peu surpris quand on parle de Strasbourg et Kehl, qu'à aucun moment le nom de ce qui est au milieu des deux, c'est-à-dire l'esplanade, n'a été cité comme pont, je dirais, peut-être comme pont raté, mais comme pont entre les deux. Peut-être l'esplanade, le rôle de l'esplanade dans l'axe est-ouest. L'esplanade, le quartier de l'esplanade ? Bah, écoutez, d'abord, je ne partage pas votre point de vue. Pour moi, il est une déclinaison contemporaine de la Neustadt qui s'est construit avec, pour certaines parties, des axes monumentaux exemplaires. L'avenue du Général de Gaulle, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de raté. Alors certes, les franges, c'est souvent la partie un peu faible dans les projets, mais l'esplanade, il joue un rôle essentiel. Et il faut quand même rendre hommage au maire de l'époque, Pierre Flimelin, qui, quand les militaires sont partis, ont libéré les sites, a su conserver un tiers de ces terrains pour y mettre l'université, le campus moderne. Et aujourd'hui, à Strasbourg, grâce à ça, on a 90% des 52 000 étudiants qui étudient au centre-ville. Donc ça, rien que pour ça, l'esplanade, ça mérite d'être cité comme une grande réussite. Voilà. Cela dit, monsieur, la question de l'esplanade, vous la posiez en quels termes ? C'est vrai que c'est un des éléments. C'est vrai. Néanmoins, dans les projets,
Oui, dans les projets liés. L'esplanade, c'est enfin, c'est là où c'est là. C'est là. Mais si, c'est pris en compte dans les projets du port, en tout cas. Hein. Bah, en même temps, bon, voilà. Cela dit, on a vu récemment à Harvard, tes étudiants, là, le mois dernier, un étudiant qui s'est intéressé à la question de l'esplanade en abordant l'idée de la densifier encore. C'était très intéressant. Mais bon, je ne pense pas que ce soit un enjeu majeur sur la question strasbourgeoise. Pour moi, le quartier de l'Esplanade accroché justement aux universités, donc c'est ça. Il y a l'université, le quartier de l'Esplanade, le parc Citadelle. On a évoqué tout à l'heure la passerelle, justement, donc comment relier donc ce quartier à son parc et au futur quartier Citadelle qui est dans le port. Donc en fait, il y a des ponts existants, mais de créer un nouveau pont piéton cyclable qui vienne relier ce quartier au port me paraît important parce que ce n'est pas uniquement pour l'esplanade en tant que soi, mais l'esplanade comme faisant partie d'une chaîne, un jalon, une chaîne urbaine qui viendra raccrocher effectivement le quartier du port, la citadelle, l'esplanade, l'université, et ensuite on arrive petit à petit au centre historique. Donc on est vraiment dans un jalon très important de l'ensemble de la ville. Donc après, il y a peut-être un travail à mener dans le quartier lui-même de l'esplanade sur les espaces publics, certainement. Donc on n'a pas. C'est peut-être le rôle de la magistrale piétonne, justement, d'intégrer, de faire le lien entre ces parties de la ville, cette mosaïque. Moi, j'habite l'Esplanade. Je voudrais juste présenter Albert Dubler, qui est l'ancien président de l'Union internationale des architectes. Oui, mais c'est pas ça. Strasbourgeois. Oui, Strasbourgeois. Moi, j'habite l'Esplanade et j'ai découvert tout à fait récemment, je pense, il y a moins de 2 ans, que je pouvais aller à pied à Kehl. Et uniquement parce qu'il y a eu des travaux sur le terrain qui a été dépollué pour faire là où il y a avoir la première traversée pour le tram. Et je vais maintenant, tous les dimanches, je vais à Kehl boire une bière. Elle est meilleure qu'en Alsace. Oui, non, mais bon, on en parlera après en alsacien. Non, il y a un truc que je voudrais rajouter à ce qu'a dit Georges sur le Rhin supérieur, sur la culture rhénane, sur la chose. Il ne faut pas oublier Martin Luther. Il ne faut pas oublier Gutenberg. Et il ne faut pas oublier Saint-Dié. Alors c'est vrai que Saint-Dié, on n'y pense pas quand on parle de Strasbourg, mais Saint-Dié, le terme amérique a été inventé à Saint-Dié. Est-ce que vous aviez ça, hein? Voilà, bon. Donc ça fait partie d'une culture. Alors, par rapport au fossé rhénan, Saint-Dié est de l'autre côté des Vosges, à 17 km. Donc c'est encore... voilà. Et il se trouve que moi, je suis né dans cette vallée qui va vers Saint-Dié, et dans un endroit où il y a des rivalités linguistiques entre l'alsacien, moi je parle alsacien, et 800 mètres après, mon patelin, on ne parle plus alsacien, on parle français. Et les Alsaciens disent que rien d'honnête ne pousse au-delà de la limite. Hein, c'est comme ça qu'on... Voilà. Sauf que ça a changé au cours de l'histoire. J'ai découvert, parce que j'ai le temps de m'intéresser un peu plus à ma famille, que ma famille vient de plus haut dans la vallée de la Bruche, et que des noms ont été traduits. Alors, j'ai une ancêtre qui s'appelait De Paradis, mais avant, elle s'appelait Himmler. Alors, tu vois, c'est un peu... Mais attends, oui, non, mais si c'était à Urmat ou à machin, excusez-moi, ça c'est du détail, ce serait rien, mais c'est du côté de Salles, c'est de Cirey-sur-Vesouse. Alors donc, bah oui, non, mais voilà, donc c'est un peu plus loin que ce que tu disais, voilà. Très bien. Il y a... Merci. J'étais un petit peu interrogative là, sur votre phrase quand vous avez dit il y a des activités dans le port qui n'ont rien à y faire. Je trouve ça un petit peu
petit peu brutal quand même. Et après, vous parlez que la ville doit arriver, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la nécessité, alors peut-être que c'est prévu dans certains endroits, de faire de la logistique intermodale, c'est-à-dire rail, fluvial et route, enfin tout ça en relation. Voilà, c'était juste une question, hein. Peut-être ça a été évoqué, mais j'ai pas eu le... Vous avez absolument raison. Mais cela dit, plus de 80% des entreprises qui sont installées sur le port nord, hein, pas le port sud qu'on ne voit pas là sur la carte, ne travaillent pas avec le Rhin. Avec l'eau, je veux dire. C'est-à-dire que oui, avec le rail, il y a des pièces détachées BMW, il y a des tas de choses. Ce qui s'est développé ici depuis 10 ans, c'est simplement les containers en all over. Et il y a même un problème à cause des ponts, puisqu'on est trop bas. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en faisant une joint venture, c'est-à-dire que le port de Kehl en face, les 2/3, il n'y a rien. C'est des caravanes, des voitures qui sont stockées, parce que la place est libre, mais il y a très très peu d'activités. Donc l'idée, ce serait simplement de faire une vraie politique globale entre Strasbourg et Allemagne et Kehl dans le cadre de l'Eurodistrict. Et là, on pourrait développer, j'ai des travaux d'étudiants que je n'ai pas amenés ici, mais qui sont absolument exceptionnels. On peut multiplier par 50 le débit et de faire routage, parce que c'est effectivement extrêmement important, en se déplaçant sur Kehl. Et ce qui permettrait de libérer ces territoires pour que la ville puisse quelque part aborder le Rhin tel que Henri en Bava est en train de le développer. Cette question que le port fasse la place à la ville, ça c'est un sujet éminemment sensible qui a été travaillé pendant 5 ans préalablement au choix des équipes de maîtrise d'œuvre qui ne sont que finalement une étape dans le processus. Et notamment, il y a eu un premier schéma directeur qui a été conduit par Bernard Eschen et Alfred Peter à partir de 2010 et qui a été co-commandé par l'Eurométropole et le port autonome de Strasbourg. Le port autonome a toujours été très vigilant sur la cohabitation finalement des activités portuaires avec le futur déploiement de la ville. Donc là, il y a vraiment un équilibre très sensible qu'il a fallu trouver. Et on sent bien que cette question de cette relation et cette interface ville-port, c'est un sujet qui est éminemment sensible, et notamment des grands débats sur les tracés des voies qui seront dédiées au trafic nord-sud des camions. Donc en fait là, on est sur des œufs, et jusqu'à encore récemment, il y a des réunions d'arbitrage très violentes qui se passent pour pouvoir aboutir ça. Et ça, on sent que c'est un vrai sujet. Et notamment dans le sujet, et ça se cristallise beaucoup autour de la COP avec le travail d'Alexandre Chemetov, c'est cette question de la place de l'activité dans la ville contemporaine. Comment aujourd'hui, d'abord le port va muter, mais également que cette ZAC des deux rives soit également le moyen d'accompagner et de fabriquer ça. Donc ça, il y a un vrai sujet qu'on n'a pas du tout, on n'en est qu'au début, hein. Mais c'est un vrai beau sujet. Je peux peut-être poser une question. Vous parlez beaucoup donc de Strasbourg, etc. Mais là, qu'est-ce qui se passe à Kehl? Parce que de l'autre côté donc, du Rhin, il y a bien Kehl. Le pont qui est en train d'être construit, il arrive à Kehl. Mais qu'est-ce qui se passe à Kehl? Vous parlez tout à l'heure de Road District. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a véritablement un plan de développement urbain à Kehl également? Est-ce que ça se fait avec Strasbourg? Là, on n'a pas l'impression que ça se passe avec Strasbourg, en fait. Enfin, voilà, j'ai pas saisi. Donc, effectivement, la ville de Kehl et la ville de Strasbourg on conduit régulièrement ces études urbaines conjointement. Je parlais, le schéma directeur de Bernard Eschen a été fait aussi en relation avec la ville de Kehl. Je passerai la parole à Henri Bava pour qu'il décrive un concours qui a été plus spécifiquement mené avec Interreg sur les rives du Rhin, qui a été un peu douloureux, parce qu'il n'a pas conclu. Et c'est là qu'on s'est rendu compte des différences culturelles. Kehl aussi est complètement impliqué dans le projet de développement. Mais par contre, la différence de Kehl, c'est que Kehl, son développement, c'est que là. C'est pratiquement son avenir. Il se joue vraiment au bord du Rhin, alors que Strasbourg a un petit peu plus de latitude ailleurs. Donc en fait, la tension qui se passe à Kehl n'est pas de même nature. Mais je préférerais que Henri témoigne de ce. Il a été président du jury. Oui, j'étais membre d'un jury, même président d'un jury il y a 2-3 ans, en fait, 2 ans. 2 ans, donc Strasbourg-Kehl, avec la présence du maire de Strasbourg, le maire de Kehl, donc, avec l'idée de trouver un maître d'œuvre, un concepteur, un architecte qui puisse développer à la fois la rive strasbourgeoise, la rive côté français, côté alsacien et côté allemand.
Et ça a été très difficile de trouver le concepteur, le bureau unique qui puisse travailler sur les deux côtés, étant donné qu'il y a des, il y a des attentes différentes. Il y a à l'époque, il y a 2 ans, la ville de Strasbourg n'imaginait pas s'engager très rapidement, je crois, dans une réalisation de quartier en rive du Rhin, alors que Kehl était prêt à construire quasiment tout de suite. Donc il y avait une différence de rapidité, de vitesse d'intervention qui a conduit la ville de Kehl à choisir un autre type d'architecture, finalement, qui vient continuer tranquillement la typologie urbaine existante. Et Strasbourg était plus libre, puisqu'imaginant le développement dans un avenir beaucoup plus lointain. Donc il se trouve que côté Strasbourg, c'est l'agence Linn, Finn-Geipel, qui avait été choisie à l'époque. Il y avait d'autres maîtres d'œuvre, je crois qu'il y en avait 2 côté allemand qui ont été choisis. Donc il y a eu on n'a pas trouvé le projet commun, finalement. Et depuis, il se trouve que Kehl n'a pas non plus réalisé, alors qu'il souhaitait réaliser directement, ils ne l'ont pas fait. Et depuis, Strasbourg s'est mis complètement sur le projet urbain de manière beaucoup plus vive. Donc je crois que maintenant, il va y avoir quand même une sorte de coordination. On va arriver à peu près à une vitesse qui va être comparable, je crois, d'urbanisation. Et le pont a été choisi par les 2. Absolument. Par le schéma directeur de Bernard Rachel, il a eu au moins cette vertu, c'est de fixer l'emplacement du pont et sur la base de ce nouveau pont, de fixer les contours du futur projet pour lequel on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une maîtrise d'œuvre unique. Il y a comme c'est une relation un peu dissymétrique entre la ville de Strasbourg et la ville de Kehl, également par rapport au poids des deux villes. Oui, c'est là-dessus que je voulais dire 2 mots. Il y a une dissymétrie et peut-être dans ces discours, on peut avoir une vision un peu angélique parce que la géographie peut unir, mais les cultures peuvent diviser. Et tant mieux, peut-être. Moi, je trouve que dans l'exemple des projets de Strasbourg, quelque chose d'emblématique par rapport à la mobilité. C'est-à-dire passer de... Ce n'est pas pour effacer la dissymétrie dont parle Shenderovsky. Il a absolument raison, et il sera toujours, qu'on le veuille ou non, Strasbourg sera la grande... je dirais, le cœur de la grande métropole, je rappelle, entre parenthèses, qu'à Kehl ont été éditées les œuvres complètes de Voltaire, quand il a été, pour montrer aussi les complémentarités. Hein? C'est-à-dire, il y a dans ce que Georges a dit, une profondeur de l'histoire qu'il faut la comprendre, qu'elle est faite de complémentarité, de division, de conflits, etc. Et qu'aujourd'hui, on essaye de les dépasser, d'une part, je dirais, par des moyens politiques, hein, et c'est pour ça la question de l'Eurodistrict me paraît très très importante, mais aussi par des projets qui jouent un rôle emblématique. Passer de Strasbourg à Kehl et au-delà en tramway, pour moi ce n'est pas seulement la mobilité douce pour faciliter et pour irriguer des quartiers, c'est aussi un geste culturel. Je pense que Strasbourg a eu, et Kehl, mais surtout Strasbourg, a eu cette intelligence de ne pas penser infrastructure. Elles sont là, est-ouest, lourdes. D'ailleurs, c'est très intéressant. Asphalte, fer, est-ouest, vert, bleu, nord-sud. Hein, il y a la géographie dans un sens et la technique et la culture dans l'autre sens. Et peut-être c'est là-dessus aussi qu'il faut réfléchir, je pense. Il faut réfléchir dans cette dichotomie que nous a légué l'histoire et qu'elle peut non pas s'effacer, mais on peut s'appuyer pour faire un autre type de projet.
le projet dont parlait Bava, Henri, je pense qu'il y avait une faiblesse, je dirais, qui était trop haussmannien. Trop haussmannien. Quand il aurait fallu, justement, puisque tu as parlé de Lanière, il aurait fallu accentuer avec l'architecture cette transversalité d'un côté et nord-sud de l'autre. Donc, projet emblématique, et c'est pour ça que je pense que c'est très très important. Le tramway aussi, c'est le moyen de, je dirais, je n'aime pas le mot parce que ça me paraît un peu bidon, du vivre ensemble, mais le temps de voir le passage, le temps d'échanger, il y a une cinquantaine de nationalités quand même avec Strasbourg, hein, c'est énorme cette polyglossie et polymorphie des cultures, etc. Donc c'est pour ça que c'est là-dessus que je voulais appuyer, mettre surtout l'accent sur ce rapport projet et politique, sinon géopolitique, en rappelant en même temps combien et ô combien sont fragiles aujourd'hui les frontières. Hein, ça, il faut aussi se rendre compte que quelques centaines de kilomètres plus loin, entre l'Autriche et la Slovaquie, eh ben, entre la Slovaquie, etc., et nous sommes toujours en Europe. Donc, voilà, c'est là où je vois l'importance de Strasbourg, de la politique, je veux dire, de Strasbourg, de ces stratégies plutôt de Strasbourg, qui dépassent, il suffit de passer le pont. Hein, c'est plus que ça. Juste un petit mot sur le projet haussmannien, même si haussmannien pour moi n'est pas une insulte. Je trouve qu'il y a le projet haussmannien qui a été porté par Haussmann, mais surtout par un paysagiste, Alphand. Tout un travail sur les gabarits urbains liés à l'arbre. Donc il y a tout un travail sur l'arbre au départ. Alphand qui a appelé sur les aliments d'arbres, qui donne, et petit à petit on lui donne le travail sur les gabarits urbains, les largeurs, les hauteurs, les profils, les prospects, qui est basé sur l'idée de l'arbre. Et je fais le parallèle justement de ce paysage, de ce travail à partir du paysage à Strasbourg, où il s'agit pas, on ne crée aucun alignement pur, je dirais, pur, et aucune continuité dure, totale, construite le long de l'eau. Ce qui est important, c'est de mettre en scène cette existence, cette eau, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais il y a tout un travail que je n'ai pas montré parce qu'il est en cours, de l'architecture, ce qu'on fait avec 51 4E, qui sont belges, qui se réfèrent, je pense plus, et c'est un peu l'idée qu'on avait avec eux, qui se réfèrent aux villes portuaires. On est plus dans l'idée de ville portuaire, dans l'idée de séquence, de rythme, de staccato, comme ça, en fait, urbain, d'avoir énormément, donc, de limiter le linéaire de façade le long de l'eau, d'avoir des façades très étroites, le plus étroites possible, compte tenu des critères, des enjeux, des obligations urbaines aujourd'hui, mais d'avoir des façades étroites, répétées, diverses, et qui donnent, au contraire, qui ouvrent très largement des ruelles, des allées, qui créent cette porosité maximale entre les promenades, entre la ville et l'eau. Donc on n'est pas dans du Haussmann, dans un accompagnement continu, on est vraiment dans une transversalité. Je n'ai pas montré la transversalité de manière très volontaire, mais j'espère qu'on se reverra et qu'on aura l'occasion, avec nos amis architectes, de vous parler de cette transversalité très importante.